Bon, écoutez les camarades, j'avais préparé une intervention à la demande d'Yves, mais je vais la réduire, quoi, hein, parce que là, ils me disent qu'il n'y a plus que 10 minutes. Quoi, hein. Donc, je vais d'abord la réduire, parce que la première partie de mon intervention était fondée sur qu'est-ce qui avait fait que Georges Séguy, quand il a arrêté son mandat de secrétaire général en 1982, ait eu l'idée de créer un IHS, et dès l'origine, hein, il a dit on crée une IHS-CGT, mais il faut qu'on crée un réseau d'IHS dans les territoires et dans les professions. C'est essentiellement, mais par rapport à tous les débats qu'on a eus ce matin, quoi, voilà, sur la connaissance de l'histoire, sur l'intérêt de l'histoire, sur le travail qu'on devait faire impérativement sur l'histoire en termes d'éducation populaire et d'éducation des syndiqués. Et puis sa seconde question, c'était quand même la question des archives. C'est là-dessus que je vais un peu m'étendre aujourd'hui, puisque quand il a décidé ça, la CGT partait de la rue Lafayette et venait à Montreuil. Et lui, il mesurait que le déménagement risquait d'être périlleux pour les archives. Voilà. Donc il avait quand même dans l'idée qu'en créant un institut, il aurait, et avec Marc Piolot, qui était directeur du Centre confédéral d'éducation ouvrière, ils ont travaillé sur cette question-là des archives. Donc, si vous le permettez, je ne vais pas revenir sur l'intérêt de travailler sur l'histoire, etc. Ça a été le début ce matin. Je vais centrer mon intervention sur la question des archives et expliquer pourquoi, cette année, avec l'appui de la Confédération, nous avons lancé une campagne de sensibilisation aux archives. D'abord parce qu'on ne fait pas de l'histoire sans archives, voilà. Et que les archives, comme j'ai dit, sont la preuve du passé. Elles sont le seul témoignage de la réalité des faits, des analyses, orientations prises, des revendications portées. Et puis, je me suis rendu compte quand même, comme vous, que dans la campagne électorale que nous venons de vivre, nous avons vu comme l'histoire peut facilement être prise en otage, quand même, hein, voilà, pour divulguer à des fins politiques de faux récits historiques. Je vais prendre 3 exemples de Zemmour, hein, qui a été, je pense, le pire ennemi de l'histoire, d'abord en réhabilitant Pétain sur la question juive, en refaisant le procès de Dreyfus, quand même, il s'est permis, et puis en traitant les résistants de la Seconde Guerre mondiale d'instigateurs de guerre civile. Ce sont ces mots. Voilà, au moins 3 exemples. Donc, et dans ces moments-là, où là on est dans la large diffusion, où on ne trouve pas un journaliste en face pour contredire, parce qu'on le laisse parler. Mais quand on se rend compte, André disait, le service public en termes d'information, bon, c'est quand même, moi je vois aussi ce matin sur France Info sur la question des retraites, à s'arracher les cheveux, quoi, hein, voilà. Mais aujourd'hui, qui est propriétaire de la presse aussi, voilà. On a quelques milliardaires qui détiennent le 90% de la presse écrite, de la presse audiovisuelle, de certains canaux de diffusion sur Internet, etc. Donc effectivement, Zemmour peut se permettre de dire ça sur ce genre de canaux d'information. Mais malheureusement, moi je rentre dans des foyers ou je rentre dans des bars, c'est BFM ou c'est News toute la journée qui tournent. Toute la journée. Voilà. Donc voilà les canaux aujourd'hui d'information. Donc, moi, le problème, c'est que aujourd'hui, on a intérêt d'avoir un grand souci sur la question de nos archives, parce qu'il n'y a que des documents officiels pour contrer ces faux récits, et seules les archives peuvent fournir la preuve de ce qu'on dit, quoi. Voilà. Aujourd'hui, certaines de nos organisations n'ont plus d'archives. Il y a des causes historiques, hein, la clandestinité ou les scissions, mais il y a des causes très factuelles, hein, qui ont eu lieu et qui ont raison de nombreux documents. Alors, les déménagements, je le disais, et aujourd'hui, quand je vois le travail qui est fait politique sur le déménagement des UD, comment on vire les UD des centres-villes, dans le meilleur des cas pour leur donner des locaux en périphérie, mais dans le pire des cas, par exemple, comme la maire de Montauban, qui a verrouillé la bourse du travail et qui ne nous donne aucun locaux, quoi, hein, voilà. Donc les archives, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Et après, il y a les conditions insalubres de conservation, les inondations, etc. Donc dans ces cas-là, bon, si on ne veut pas être condamné à l'amnésie, il ne reste plus que les archives de la presse ou celles de la préfecture de police pour justifier de notre existence ou de notre activité. Ça va être un peu compliqué, quoi, hein. Même si les archives de la presse sont très intéressantes, on ne peut pas avoir que les archives de la presse pour justifier de notre activité dans le futur. Voilà. Une autre question que se posent les jeunes militants aujourd'hui, hein, parce que
En 1895, quand on a fondé la CGT à Limoges, même le secrétaire général de la CGT ne faisait pas partie des postes désignés. Voilà. Il n'y avait que 2 postes désignés au bureau de la Confédération générale du travail en 1895, le trésorier et l'archiviste. C'était les 2 seuls postes désignés statutairement. Ce qui signifie quand même que nos aînés avaient pris conscience de l'intérêt des archives. Et aujourd'hui, il y a une question déjà qui se pose, c'est les archives, c'est quoi? Moi, je rencontre des jeunes qui ne savent pas trop, en me disant, mais les archives, c'est quoi? Voilà. Et leur dire que les archives, ils en produisent tous les jours. Les militants de CGT en produisent tous les jours, les PV de réunion, de bureaux, de commissions exécutives, les AG, les conseils nationaux, les documents de congrès à tous les niveaux de l'organisation, les études économiques et sociales qu'ils réalisent, les courriers, les tracts, les PV, etc. Tout ça, ce sont des archives. Et j'y rajoute aujourd'hui les badges, les photographies, les films, parce qu'aujourd'hui, il y a tout ça. Et il y a une réflexion à avoir sur ce que sont les archives et comment on constitue des fonds d'archives. Mais pour bien archiver, il est essentiel de se rappeler la règle des 4 C. Voilà. C'est tout simple. Le premier C, c'est collecter l'ensemble des documents. Le deuxième, c'est classer, après avoir trié. Le troisième, c'est conserver dans de bonnes conditions. Et le quatrième, c'est communiquer, parce qu'on n'archive pas juste pour regarder. On archive pour communiquer avec les archives. Et ça, c'est la règle fondamentale. D'autre part, il existe à la CGT, dans les statuts de la CGT, la charte de l'élu mandaté, qui signifie aux élus et mandatés que leur mandat ne leur appartienne pas, mais qu'ils appartiennent à la CGT. Eh bien, moi, j'aimerais et j'en ai parlé au secrétaire général de la Confédération, et je lui disais, j'aimerais bien qu'il y ait une charte pour rappeler aux militants de la CGT que ce qu'ils ou elles produisent ne leur appartient pas. Ça appartient à la CGT. Aujourd'hui, il y a des militants qui, quand ils partent en retraite, amènent tout chez eux. J'ai l'exemple du LUD, où le secrétaire général du LUD, quand il est parti, 15 ans de secrétaire général, il a tout amené dans son garage. Voilà. Tout amené chez lui. Donc, et faire prendre conscience que ce qu'on produit pour la CGT ne nous appartient pas individuellement, ça appartient à l'histoire de la CGT et c'est pour la CGT. C'est pourquoi la campagne qu'on a réalisée se décline sous la forme de 2 brochures. Une brochure que je qualifierais de politique, pour expliquer que les archives sont notre histoire, et une brochure plus technique qui s'appelle « Archiver un acte militant », qui donne quand même quelques éléments techniques pour archiver. Deuxième souci, j'ai 3 minutes, c'est les archives numériques, ça a été dit. Les archives papier, mal stockées, dans des cartons, etc., si elles sont à l'abri de l'eau et des incendies, ben un jour on pourra les trier et les conserver. Nous avons un gros souci sur les archives numériques. Hein. Voilà. Les supports. Les camarades ne s'imaginent pas que les supports, ça a une durée de vie limitée. Je prends souvent l'exemple des disquettes. Essayez aujourd'hui d'aller lire une archive sur une disquette. Ça va vous coûter très très cher. Il y a des boîtes qui le font. Hein. Mais je vous garantis que ça coûte très très cher. Mais les lecteurs de disquettes, il n'y en a plus. Voilà. Il y a des camarades qui mettent sur des clés USB. Mais une clé USB, elle a une durée de vie. Hein. À un moment donné, elle flash. Hein. Vous perdez tout ce qu'il y a dessus. Hein. Voilà. Il y en a qui mettent sur les disques durs de l'ordinateur. Pareil. Un ordinateur, il a une durée de vie. Ce qui signifie qu'il faut quand même qu'on ait une réflexion dans la CGT sur comment on conserve toutes les archives numériques. Ça, c'est le premier sujet. Alors, il y a l'option de prendre des serveurs, c'est les moyens. L'autre option, c'est de prendre un cloud, quoi, un nuage, hein, de louer un espace pour conserver les archives. Le deuxième élément que les camarades ne mesurent pas, c'est comment on nomme nos fichiers. C'est-à-dire que si chacun nomme les fichiers à sa façon, dans 10 ans, plus personne ne sera capable de retrouver une archive. Voilà. Y compris des fois ceux qui les ont nommés, si 2-3 ans après, ils n'arrivent plus à le retrouver. Voilà. Parce qu'ils ne se rappellent plus comment ils l'ont nommé, etc. C'est-à-dire qu'il faut impérativement qu'on essaie d'inculquer dans la CGT une règle de nommage des fichiers. Pour que n'importe qui, dans plusieurs années, à partir de la règle de nommage des fichiers, sache aller la retrouver.
Et aujourd'hui, on ne fonctionne qu'avec ça. Hein, qu'avec ça. Voilà. Il n'y a plus de courrier, c'est des courriels. Tous nos dossiers syndicaux sont sous format numérique. Voilà. En attendant de faire ça, ce qu'on préconise quand même, c'est d'éditer du papier, quoi. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr de la fiabilité de votre support numérique, éditez des papiers et classez-le dans des dossiers. Voilà. Parce que sinon, on est en train depuis la fin des années 90, je vous laisse imaginer tout ce qu'on a mis sous format numérique dans des conditions de classement et de conservation qui sont très, très, très fragiles, quoi, hein, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a mené cette campagne. Et on a, à partir de là, créé une formation. On a fait une formation spécifique à l'archivage numérique. Là, aujourd'hui, on est en train de la faire, voilà, on l'expérimente, on va dire, on l'a fait à tout le personnel de la Confédération, secrétaire, etc. Voilà. Et puis, l'idée, c'est, à partir de cette formation, de faire un document de formation qui pourra aller dans toutes les UD, toutes les UL, tous les syndicats, etc. C'est-à-dire que les camarades pourront avoir à leur disposition un document de formation, avec y compris à l'intérieur des petits tutos, etc., qui leur permettront de déterminer comment on nomme un fichier, comment on le classe, comment on crée une arborescence, etc. Voilà. Donc, on est en train de faire ça. Et c'est vrai que je profite de cette réunion pour vous sensibiliser, parce que aujourd'hui, on travaille beaucoup sur du format papier, on travaille beaucoup sur nos archives papier, voilà. On ne travaillait pas trop mal d'ailleurs, je trouve qu'on travaillait bien. Mais je me dis, ceux qui vont poursuivre après nous les instituts et qui vont vouloir travailler sur les années 90, 2000, etc., j'ai peur que ce soit très compliqué pour eux si on n'a pas, dès aujourd'hui, ce mécanisme-là. Donc, véritablement, on essaie de lancer une campagne nationale de sensibilisation aux archives, mais en disant, si on perd nos archives, on perd notre histoire. Ou plutôt, si on perd nos archives, on cède notre histoire à d'autres, qui en feront ce qu'ils en voudront. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Voilà. Mais voilà, j'ai terminé presque à l'heure, mais je voulais quand même dire que dans ces 10 années de l'IHS, dans les dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec Alain. Alain est un personnage atypique, mais c'est un militant pour l'histoire qui est disponible, passionnant et passionné. Voilà. Maintenant, il vogue sous d'autres cieux, hein. Il n'est pas inactif, puisqu'il a créé un IHS, sa fédération nationale CGT des professionnels de la vente. Mais aujourd'hui, c'est Yves qui a pris le relais, et je suis sûr que notre collaboration sera tout autant fructueuse. Ces 10 ans d'existence, quand même, qui sont relatés dans cette exposition, sont aussi une activité réelle et d'une belle santé, je trouve. On se plaint toujours de ce qu'on n'arrive pas à faire. Je vous garantis que si tous les IHS de France avaient la qualité de votre travail, votre dynamisme, et puis tout ce que vous avez fourni, je serais ravi, quoi, hein, voilà. Alors, on peut toujours se dire qu'on fera mieux et qu'on va essayer de faire mieux, mais je vous garantis que vous n'êtes pas parmi les IHS qui sont dans le bas du tableau en termes d'activité, de production, d'exposition, de livres, etc. Au contraire, voilà. Il y a un vrai travail qui est fait à cette IHS, et maintenant, je vous souhaite que cette activité continue de la même manière. Je vous souhaite une belle santé et puis bon vent pour les très longues années à venir, et je vous remercie. Merci, Pierre.